Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Livre Hebdo consacré à l'écologie et à la nature. Alors on n'a jamais autant parlé d'écologie et de nature qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui nourrit aussi bien le débat public que la production éditoriale. J'ai avec moi une libraire et 3 éditeurs qui sont venus en parler. Alors Sylvaine Geminet, bonjour, vous êtes libraire à l'Établi à Alfortville. Bonjour. Stéphane Durand des éditions Actes Sud, bonjour à vous. Bonjour. Annabelle Massia pour les Pufs et Le Pommier, bonjour également. Bonjour. Et enfin Brigitte Michaud pour Terre Vivante, bonjour à vous. Bonjour. Alors je précise que vous avez la possibilité d'adresser vos questions par le chat et on me les transmettra. Alors je commence par vous Sylvaine. Alors je précise que vous êtes lauréate du Grand Prix des librairies, du Grand Prix des libraires Livre Hebdo, et vous avez une particularité dans votre librairie, c'est vous organisez 2 fois par an des journées jardin. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors c'est un trait d'union entre le dedans et le dehors. En fait, on se met dehors. On travaille avec 2 paysagistes, Daisy et Lucas. C'est le studio Marguerite de la Friche. Et en fait, on fait une sélection d'ouvrages et c'est l'occasion de travailler le fond et les nouveautés. Et en fait, on fait également des animations. Alors il y a eu une journée qui a été consacrée la première journée, c'était autour de la cuisine avec Hélène Borderie. On y avait associé également l'une des plus vieilles magasin de bio d'Île-de-France, je pense, Point Nature, qui est à Alfortville. Et en fait, on essaye à chaque fois de trouver des thématiques transversales pour que ça irradie aussi dans tous les rayons et puis pour que ça ouvre à un maximum de public. Il y a eu également Julia Thévenot, parce qu'on on a une manifestation des littératures ados qui s'appelle « Vous êtes l'étincelle », en référence au texte de Vincent Vimino qui s'appelle « Nous sommes l'étincelle » et qui est également un récit en direction des ados et qui parle d'écologie, puisque c'est le point de départ, la rupture des jeunes qui font sécession pour refuser le monde dans lequel on est. Et Julia Thévenot qui avait sorti un livre qui s'appelle Millepertuis. Donc c'était aussi pour amener les adolescents. Et on a fait une journée Racine. Là, c'était plus rigolo, mais avec des moments très sérieux autour du théâtre et du jardin. Tout se déroulait autour des racines. Et le soir, il y avait des comédiens qui intervenaient et il y avait des moments très sérieux sur le théâtre au XVIIe siècle, etc. Enfin, très érudit. Et là, on prépare donc du coup pour le 26 octobre notre prochaine journée qui sera autour de un herbier pour faire le plein d'essence, en fait, qui est donc cette affiche qui présente les plantes sauvages et spontanées d'Alfortville. C'est un moyen aussi d'inviter les gens, en fait, à regarder toutes ces plantes sauvages qu'ils croisent. Et quand on n'a pas de maison, quand on n'a pas de jardin, c'est aussi faire attention aux vivants autour de nous. Il y aura donc un concours de dessin, il y aura la médiation aussi qui se fait toujours par Lucas et Daisy, donc ils savent de quoi ils parlent. Ça sera des petites plantes, des petits plants de ces fleurs sauvages, et il y aura une carte interactive qu'on va commencer à bâtir. Voilà. Donc c'est un moment de vie très fort finalement dans l'année pour votre librairie, avec des gens qui viennent, du public. Ça permet d'attirer aussi des nouveaux lecteurs peut-être. Complètement. Et en fait, l'idée c'est aussi on est toujours sorti devant la librairie, justement pour exposer le maximum de personnes au livre, en fait, d'une certaine manière. D'ailleurs, on le fait aussi entre nos 2 vitrines maintenant. On fait des pubs fiction, mais on en reparlera une autre fois. Et en fait, l'idée, c'est d'aller au-devant des personnes. Et effectivement, avec des thématiques transversales et des rendez-vous fixes, parce que ça fait quand même peut-être la 6e édition, il y a des personnes maintenant qui l'attendent et qui viennent en famille. Voilà, c'est un moment aussi de partage et d'échange. Les échanges, ça va dans les 2 sens d'ailleurs. Et alors, donc il y a ces 2 temps forts effectivement, et le reste de l'année, de manière un peu plus peut-être fil rouge, comment vit la nature, comment vit l'écologie dans votre librairie? Alors en fait, on a une étagère qui est dédiée, qui est dans l'espace plutôt sciences humaines, société et humanité, dans lequel on a également ouvert un rayon qui est dédié aux BD documentaires pour justement permettre une circulation, les lecteurs de BD qui vont aller dans le rayon des essais. Et en fait,
fait, c'est un rayon qui est un petit peu particulier parce qu'il y a plusieurs étages dans lesquels les livres finalement vont bouger. Il y aura des romans, il y a des livres pratiques bien entendu, il y a des essais, il y a des beaux livres. Mais au fil du temps, en fait, je me rends compte que ces livres, on les laisse à un moment donné dans cette étagère, mais on va les retrouver, on va les replacer après dans les autres rayons. Voilà, donc c'est une bibliothèque qui vit en permanence. Enfin, une bibliothèque au sens matériel du terme qui vit en permanence. Très bien, merci beaucoup. Alors on va passer à nos éditeurs et je me tourne vers vous, Stéphane Durand, pour l'édition Actes Sud. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison et votre positionnement sur ce marché de l'écologie et de la nature? Après, je dirais que ça fait partie de l'ADN de la maison, hein, depuis que la maison a été créée à la fin des années 1970. Avec la littérature, bien sûr, la littérature étrangère, la littérature française, et la deuxième jambe, je dirais, de la maison, pour qu'elle avance. Il y a eu tout de suite cet intérêt pour le territoire, pour le vivant qui nous entoure, et on a eu très tôt des auteurs vraiment de grande renommée, comme Gilles Clément, comme Francis Allais, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais très vite, hein, dès les années, donc fin des années 70, début des années 80, on a eu un fonds qui a commencé à se créer et qui n'a fait que se développer, que croître jusqu'à maintenant. Donc on a vraiment comme je vous disais, un ADN, une longue filiation de livres qui évoluent au fil de la recherche scientifique, des attentes du public, de l'actualité. Mais justement, l'écologie, c'est une thématique qui a vraiment commencé à éclore dans les années 70, justement. Comment a évolué votre production depuis cette époque ? J'imagine qu'en 45-50 ans, beaucoup de choses se sont passées. Je dirais que ça a évolué. On est parti de quelque chose d'assez scientifique, hein, du fond très sérieux, très référencé, des livres vraiment presque pour experts. Et petit à petit, on a ouvert, on s'est adressé de plus en plus vers le grand public en travaillant sur la pédagogie, sur le type de texte, parce que effectivement à Actes Sud on a cet amour du style de la littérature, et on a essayé de l'importer aussi dans nos textes scientifiques, dans nos essais, dans nos récits. Et puis il y a eu Actes Sud Jeunesse, tous les livres jeunesse s'emparent aussi de ces questions-là. Et puis on essaye de croiser, de rendre la chose vivante, comme vous disiez, et on a des textes qui sont peut-être un peu de plus en plus inclassables, qui sont à mi-chemin entre la littérature, le récit, l'essai, la science, la jeunesse, des aventures graphiques aussi. On commence vraiment à aborder ce continent-là aussi, où il y a énormément de choses à faire. D'accord, donc le vivant nourrit vraiment tout le catalogue. Voilà, tout à fait. D'accord, très bien. Alors vous êtes venu nous présenter 5 ouvrages. Vous avez mentionné l'auteur. 4, pardon, excusez-moi. Alors, comme ça, il n'y aura pas de surprise. 4 ouvrages. Le premier de Francis Allais, que vous avez mentionné effectivement, qui est un auteur important pour vous, qui s'appelle La beauté du vivant. C'est un beau livre et qui paraît le 16 octobre. Voilà, c'est ça. Donc les 2 premiers dont je vais parler, ce sont 2 beaux livres, vraiment des petits bijoux. On est super content de les faire et les sortir là ces jours-ci pour cette fin d'année. Donc il y a effectivement La beauté du vivant de Francis Allais. Francis Allais, on le suit et on l'accompagne depuis au moins 30 ans. Il a écrit une dizaine de livres chez Actes Sud. Francis Allais, maintenant, c'est une référence incontournable dans le domaine de la botanique, notamment la botanique tropicale, équatoriale, mais pas seulement. Un grand spécialiste des forêts, des arbres. Et donc, un grand scientifique bien installé. Et il a, dans ce nouveau livre, il a souhaité revenir finalement à la source de son émerveillement. Parce qu'il se trouve que les scientifiques, pour faire carrière, ce qu'on leur demande, c'est de produire de la littérature grise extrêmement pointue, qui peut paraître aride, notamment vis-à-vis du grand public. Enfin, le grand public ne peut pas lire la littérature scientifique parce que c'est très très aride, c'est inaccessible pour le grand public, et c'est fait pour. Enfin, c'est pas fait pour le grand public.
Et les scientifiques, il y a un peu un impensé, il y a un trou noir dans la démarche scientifique qui est qu'on ne parle jamais de ces émotions. Ça ne transparaît pas du tout dans la littérature scientifique, alors que l'émotion est à la base de la recherche scientifique. C'est parce qu'ils sont curieux, c'est parce qu'ils sont émerveillés, c'est parce qu'ils sont enthousiastes que les scientifiques ont embrassé cette carrière scientifique. Et Francis Allais, c'est parce qu'il a été subjugué par la beauté des arbres, par la beauté des fleurs, notamment sous les tropiques, qu'il a eu envie d'étudier scientifiquement cette question-là, mais dans ses récits, dans ses écrits scientifiques, ça n'apparaît pas, parce que les règles de la littérature scientifique, c'est qu'on met de côté les émotions, et voilà. Et à la fin de sa carrière, il a souhaité reboucler, revenir à la source de ce qui nourrit sa démarche scientifique, qui est l'émerveillement, qui est à la base. Et il était émerveillé par quoi ? Par la beauté du vivant. Il trouve ça super beau. Et voilà. Il se demande même quelle est l'utilité de la beauté. Exactement. C'est ça. Alors, expliquez-nous peut-être, parce que c'est une grande question. Donc il revient à l'émerveillement pour cette beauté. Donc il assume le fait d'être juste touché par la grâce des animaux et des plantes, par leur beauté. Mais il est quand même scientifique, et donc il finit toujours évidemment par se poser la question, mais à quoi ça sert ? Est-ce que ça a un rôle ? Est-ce que ça a une utilité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans l'histoire du vivant une progression ? Est-ce que la beauté n'augmenterait pas dans le monde au fur et à mesure des millions d'années et des milliards d'années d'évolution du vivant ? Et c'est dans une enquête assez vertigineuse qu'il s'est lancé. Et le livre est très beau parce qu'en dehors du texte qui est donc nourri de références scientifiques, mais philosophiques, avec aussi poétiques, des thèmes qu'on abordera aussi avec le livre qui va suivre. Il a aussi cette dimension visuelle, parce que Francis Allais, c'est vraiment un homme tout à fait complet, un érudit complet qui est évidemment scientifique, mais aussi philosophe et artiste. Francis, il a ce coup de crayon assez fantastique, et là dans ce livre il a donné libre cours aussi à ses talents d'artiste. Et le livre, c'est un beau livre, un grand livre, avec de nombreuses planches, de nombreux dessins à la plume et en couleur qu'il a souhaité apporter dans le livre pour aborder la dimension visuelle de cette beauté du vivant. Très bien, merci Stéphane pour cette première présentation. Le deuxième ouvrage, c'est Rendre l'eau à la terre de Baptiste Morisot et Suzanne Husky, à paraître le 9 octobre. Et là, il est question de milieu humide et d'un animal en particulier. Voilà. Alors là aussi, un peu la même démarche qui nous a habité pour ce livre. C'est aussi un beau livre qui allie toute la réflexion philosophique de Baptiste Morisot, qui a travaillé avec Suzanne Husky. C'est vraiment un livre qui a été copensé à tous les deux. Donc un philosophe du vivant qui est un peu l'un des moteurs de cette nouvelle philosophie du vivant à la française, qui est née il y a une dizaine d'années, et dont il est un peu l'un des fers de lance, l'un des animateurs, en assez peu d'ouvrages. C'est son 5e livre seulement. Non, c'est son 6e livre. On en a publié 3, il y en a eu 2 déjà chez Well Project. Et il a rencontré Suzanne Husky, qui elle est une artiste, mais une artiste du vivant. Donc le livre est né de la rencontre entre le philosophe du vivant et l'artiste du vivant, et ils ont copensé le livre ensemble, et ils ont pris en main, ils se sont emparés de cette question de l'eau finalement, et de cette question cruciale aujourd'hui, qui est très actuelle. Qu'est-ce qu'on a fait de nos rivières ? Qu'est-ce qu'on a fait de l'eau douce, qui est ce bien extrêmement précieux et qui est même vital, on a coutume de dire l'eau c'est la vie. Très bien, ça paraît hyper simple, mais qu'est-ce qu'on fait de l'eau qui est si vitale ? Finalement, on se rend compte qu'en tout cas en Occident, on l'a bien malmenée, et on a malmené nos rivières, on a malmené nos zones humides, nos fleuves, et on a tout fait finalement pour accélérer la fuite de l'eau et le retour de l'eau à l'océan, en fait, pour accélérer le cycle de l'eau qui part de l'océan, qui arrive sur les terres par les pluies et qui retourne à l'océan par les fleuves et rivières. Et les Occidentaux ont tout fait pour accélérer ça, alors que
depuis plusieurs millions d'années, centaines de millions d'années, la vie sur Terre fait tout pour retenir l'eau au maximum, puisque l'eau c'est la vie, comme je vous disais. Donc voilà, les sociétés occidentales depuis quelques siècles ont un peu pris la chose à l'envers. Et donc voilà, Suzanne et Baptiste essayent de repartir. Donc il y a tout un travail d'écologie historique, donc de philosophie aussi, comme je vous disais. Et, notamment sur l'histoire du castor. Hein, oui, voilà. Pas encore mentionné, c'est quand même le sujet du livre, l'impact du castor et un animal qui a failli disparaître. Hein, tout à fait. En Europe, bien sûr. Alors voilà, Baptiste et Suzanne ne présentent pas le livre comme un livre sur le castor, mais sur les rivières. Et comme je vous disais, le vivant terrestre a tout fait depuis des millions d'années pour retenir l'eau, et l'un de ces vivants, de ces êtres vivants qui le travaille le plus pour retenir l'eau depuis 8 millions d'années qu'il existe sur Terre, c'est effectivement le castor, qui met tout en œuvre en construisant des barrages, des digues, pour retenir l'eau et bénéficier à une biodiversité absolument incroyable. Donc la conclusion du livre, c'est on serait bien inspiré de copier le castor pour effectivement apprendre à retenir l'eau plutôt que de se dépêcher de l'évacuer vers l'océan. Donc c'est un très beau livre, poétique, philosophique, scientifique, très très visuel aussi. Alors justement, vous dites on ferait bien de s'inspirer du castor, ça tombe parce que c'est une question qu'on nous a transmise, alors pas sur le castor en particulier, mais sur la question de savoir si les livres sur l'écologie peuvent contribuer à mettre les individus en action, c'est-à-dire voilà, est-ce que les ouvrages que vous publiez, mais vous aussi, enfin, tous éditeurs et éditrices, est-ce que c'est quelque chose qui a un impact sur les lecteurs? Alors peut-être une question pour vous, Sylvaine, en tant que libraire. Alors justement, on le voit au moment des journées jardin. De toute façon, Lucas et Daisy, dans ces cas-là, qui sont les médiateurs, qui animent ces journées, font parfois des petites pousses, et du coup, ça ouvre sur un aspect pratique du livre, j'allais dire. Je ne sais pas comment dire. Moi, je le crois, mais est-ce que c'est juste je crois, oui, que le livre peut faire agir. Oui, je crois fondamentalement. Mais je ne sais pas, pour les lecteurs, je ne peux pas me placer de ce point de vue-là. Je crois qu'Annabelle, vous vouliez dire quelque chose aussi? Non, mais c'est toujours un peu mystérieux, le rapport entre, du passage à l'acte. On ne ferait pas des livres si on ne pensait pas que forcément la littérature peut apporter quelque chose au monde. En revanche, moi je suis convaincue que là où il y a une bataille à mener, c'est sur les imaginaires. Le renouveau des imaginaires, et qu'on peut peut-être déplacer des choses. Après, est-ce que les gens vont mettre en application, vont forcément faire ça au quotidien, vont revoir leur quotidien complètement, ou alors pas du tout. Mais on peut jouer sur les imaginaires, je pense. Très bien. Et vous, Brigitte, si vous souhaitez dire quelque chose? Moi, je l'espère de tout cœur, en tout cas, que tout ce qu'on publie arrive à déclencher une petite étincelle d'envie et d'action. Et puis je rejoins aussi Annabelle. Ouais, il faut stimuler, en fait. Il faut faire rêver. Je crois qu'il faut vraiment présenter le vivant, l'écologie, sous quelque chose qui fait rêver, et puis qui devient gratifiant finalement, enfin, qui apporte du bien. Donc, l'émerveillement a un rôle à jouer finalement dans la production. D'accord. Oui, c'est Baptiste Morisot, encore lui, qui parle de crise de la sensibilité du vivant, et je pense que nos livres participent à un peu recoller les morceaux, réconcilier les humains aux vivants, à la vie sauvage qui les entoure. Il n'y a pas besoin forcément d'aller à l'autre bout du monde, hein. Ça commence en bas de chez soi, ça commence au coin de la rue, et je pense qu'à travers les livres, les livres qu'on édite, ça stimule, ça crée de l'intérêt, ça suscite de l'intérêt, de l'empathie, et je pense qu'on a envie d'aller voir. Et je pense les rencontres en librairie, les festivals, les salons, les conférences, c'est toujours plein à craquer. On sent un appétit de la part des gens. Très bien. Alors le titre suivant, j'imagine qu'on est toujours dans la même idée, mais vous nous l'expliquerez beaucoup mieux que moi, j'imagine. Donc c'est La forteresse des âmes mortes de Sandrine Chenives, préfacée par Juliette Binoche.
Oui. C'est paru le 2 octobre. Alors là, c'est dans une autre collection, c'est la collection Voix de la Terre que je co-dirige avec Sabar Amani. Là, on est plus dans l'anthropologie, mais c'est une collection qui est dédiée à explorer les rapports que les humains ont avec le vivant en dehors de nos sociétés occidentales. Et Sandrine Chenivet, c'est une anthropologue spécialiste du monde chinois et du monde chinois ancien. Et ce récit est absolument fantastique et super bien écrit. Et Juliette Binoche l'a adoré, c'est pour ça qu'elle a accepté de le préfacer. Au début des années 90, la Chine commence à s'ouvrir et Sandrine, c'est une jeune anthropologue qui a appris le chinois à l'université française, donc très loin de la Chine, et elle est propulsée en Chine au moment où la Chine s'ouvre pour mener une enquête sur le taoïsme, les dernières traces actives du taoïsme en Chine. Taoïsme qui est une philosophie, une ancienne pratique d'un rapport particulier des Chinois à la nature. Et en fait, elle se retrouve sur une autre planète. Les gens dans la région où elle va, qui est vraiment, c'est pas Pékin, mais c'est à l'autre bout de la Chine, les gens ne parlent pas du tout le chinois qu'elle a appris à l'université. Elle arrive vraiment sur une autre planète, quoi. Et elle raconte ce récit d'exploration à la première personne où il faut qu'elle apprenne absolument tout. Il y a toute une démarche, il y a tout un périple personnel, hein, parce que le taoïsme est très lié à la présence et au rapport à l'invisible. À l'invisible, les morts, et pas que les morts, mais le vivant, et c'est pas que ce qu'on voit et ce qu'on peut toucher autour de nous. Il y a toute une dimension invisible et impalpable très, très, très forte. Et elle-même, qui à ce moment-là, qui subit une perte d'un être cher, donc elle a un rapport à la mort qu'elle retrouve dans le taoïsme, et voilà, donc c'est un récit, finalement, un récit de vie, d'une enquête qui n'est pas que l'enquête d'une anthropologue détachée de son sujet, mais elle le prend complètement à bras-le-corps, elle le vit dans son esprit et dans sa chair, et ça fait une enquête qui est étalée comme ça sur des années et des années, qu'il lui a fallu 30 ans pour écrire, hein, pour aboutir à ce texte-là. Dans les années 90. Voilà, au tout début des années 90. Oui. Voilà. Donc c'est une autre facette de notre paysage éditorial, mais là plus par l'aspect anthropologie dans cette collection. Très bien. Et le 4e ouvrage, Le monde à tire-d'aile de Scott Weidensoul, qui paraît le 9 octobre, et c'est dans la collection Monde sauvage. Voilà, donc là on revient à la nature pure et dure, aux animaux sauvages. Et Scott est un ornithologue américain qui a passé sa vie à suivre les oiseaux migrateurs, à les étudier sur le terrain, en compagnie de plein de scientifiques du monde entier. Et ce livre-là, il est absolument fascinant. J'ai une formation d'ornithologue au départ, et ce livre, il m'a complètement fasciné, parce que c'est le livre que j'aurais aimé avoir il y a 20 ou 30 ans, quand j'ai vraiment commencé les études d'ornithologie. Et ce domaine-là était très peu étudié à l'époque. On n'en avait pas les moyens de suivre les oiseaux en plein vol. Maintenant, il y a des découvertes scientifiques et puis même techniques, basées sur de la technique très, 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 très fine. On peut embarquer des capteurs qui font un demi-gramme sur des oiseaux qui parcourent la planète entière. On peut connaître dans l'intimité qu'est-ce que c'est que migrer depuis l'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et on doit traverser tout l'océan Pacifique sans pouvoir se poser en quelques jours. Et on fait que quelques dizaines de grammes, quoi. Les oiseaux réalisent des performances athlétique, c'est impensable, quoi. Et on découvre ça, c'est vraiment hallucinant. Et lui va sur le terrain et il nous fait vivre la migration de l'intérieur. C'est écrit de façon extrêmement imagée, incarnée, et puis il paye de sa personne, hein. Il n'est pas dans son laboratoire, il regarde sur son ordinateur, il est vraiment sur le terrain avec les oiseaux. C'est assez incroyable. Et ce qu'il explique aussi, c'est peut-être la fragilité de tout cet écosystème, finalement. Exactement, et c'est ça qui est étonnant,
parce que au moment où on découvre la finesse et les performances incroyables de ces oiseaux migrateurs, en même temps, on découvre que le changement climatique, le dérèglement climatique et tout ce qu'on fait aux écosystèmes est en train de perturber tout ça. Et on découvre à la fois leur performance et la manière qu'ils ont de s'adapter plus ou moins bien à toutes les perturbations qu'on génère. Alors justement, ça rejoint une question aussi qu'on a reçue et que je vais vous transmettre par rapport à la fragilité des écosystèmes et la manière d'aborder ces sujets dans les ouvrages. Quand on est éditeur, comment on aborde l'écologie sans être dans le jugement, dans la peur ou dans la culpabilisation? Est-ce que c'est une matière à réflexion pour vous? Alors, nous, on essaye au contraire de jamais culpabiliser et d'apporter quelque chose de positif et de constructif. On a plusieurs collections. On a une palette de collections. Je passe à l'acte, Domaine du possible, Monde sauvage, Monde graphique maintenant, qui est une déclinaison graphique de Monde sauvage, Voix de la Terre, et puis plein de livres hors collection. L'idée, c'est d'apporter quelque chose en plus à la réflexion des gens. Et oui, soit quelque chose comme je passe à l'acte, des choses extrêmement pratiques. Comment on peut passer de l'éco-anxiété à l'éco-lucidité et comment on peut faire sa part, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, en se serrant les coudes. Si c'est juste pour se plaindre et se flageller, moi, juste en tant que personne, en tant qu'éditeur, ça ne m'intéresse pas. Et non, moi, ce que je veux apporter avec mes collègues aux lecteurs et au public, c'est leur donner des billes, des outils, des concepts pour réfléchir et des outils pour s'engager. Très bien. Annabelle, allez-y. Non, je pense que évidemment, on ne peut pas se départir complètement de l'éco-anxiété, mais en revanche, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'assez réjouissant. De la même façon que à l'aune, par exemple, des luttes féministes, en fait, il y a quelque chose de très réjouissant aussi dans le fait de nouer des rapports plus égalitaires, des relations plus égalitaires. Je pense qu'à l'échelle du vivant, c'est aussi ça qui se noue, dans le sens où c'est assez réjouissant de se rendre de nouveau attentif aux détails du monde, pour parler comme Romain Bertrand. Voilà. Qui a été publié au Seuil, je crois. C'était au Seuil, ouais. En univers historique, oui. On va justement passer avec vous, Annabelle Massia, donc oui. pour les PUF. Donc vous êtes au PUF depuis 1 an, vous venez du Pommier. Oui. Alors expliquez-nous comment se passe le rapprochement entre ces deux marques. Tout à fait. Donc je viens ici avec une double casquette. Le Pommier, donc, est une maison assez ancienne, d'une 20aine d'années, qui a été fondée par le philosophe et homme de lettres Michel Serres. Et là, ça fait environ 1 an qu'on est dans le giron des PUF, en tant que, on est une branche des PUF, on est un imprint pour parler, poliment. C'est un peu comme ça se rapproche du cas de figure des empêcheurs de penser en rond avec la découverte. Voilà. C'est un peu comme une collection, mais une collection qui aurait des collections. Ça nous permet de réduire la voilure, ce qui est pas mal. Ça nous permet de produire non plus une 30aine de nouveautés par an, mais une 10aine, et donc de vraiment resserrer sur le cœur de notre ligne éditoriale. Donc si vous voulez, je peux vous parler un peu du Pommier en termes de ligne éditoriale. Peut-être expliquez-nous sur quoi se sont faits les arbitrages, quand on réduit la production justement, quand on passe de 30 à 10 ouvrages, qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on garde? Eh bien en fait, on va vraiment resserrer sur ce qui, à mon sens, fait le cœur de notre ligne éditoriale. Depuis en tout cas qu'on a repris, qu'on a redéfini cette ligne en 2019 environ. L'idée, c'était de continuer de creuser le sillon de Michel Serres, qui était donc philosophe. Il a écrit notamment Le Contrat naturel en 1990. Et il y avait vraiment cette idée chez Serres qu'il fallait, non pas que le cœur en fait de la crise écologique est aussi à situer dans ce grand partage du sensible et du vivant. Qui est hérité de notre modernité occidentale, où en gros il y a le sujet humain qui s'est séparé du reste du vivant et qui allait agir. Et donc pour Serres, il faut de façon radicale penser non pas en termes d'environnement, mais en termes de milieu. Le sujet n'est pas séparé du reste des règnes. Le sujet humain n'a pas à aller chercher forcément des solutions
à se réfugier dans une forme de technosolutionnisme, le sujet humain est immergé dans un milieu. Donc pour nous, très concrètement, éditorialement parlant, ça voulait dire qu'on voulait renouer avec une connaissance sensible et située du vivant. C'est-à-dire en fait s'inscrire dans une forme d'écologie du sensible, participer d'une écologie culturelle. Et donc on s'est dit que au Pommier, comment est-ce qu'on pouvait faire ça? Bon, oui, en creusant le sillon de Michel Serres, qui certes était un philosophe, des fois il allait dans des chemins un peu ardus, conceptuellement ardus, mais c'était aussi un homme de lettres. Et moi, un de mes ouvrages phares pour repenser la ligne du Pommier, c'est un livre qui s'appelle Biogé, où c'est de la littérature qui parle du vivant. Et donc, on a pensé la ligne éditoriale du Pommier, Nouvelle Mouture, comme un espèce de laboratoire pour des formes d'écriture assez incarnées, mêlées, où on peut s'autoriser des sorties de route, pas forcément se cantonner à un genre en particulier, où on va pouvoir un peu mélanger. Par exemple, un ouvrage dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, mais qu'on a traduit, c'est La femme et la nature de Suzanne Griffin, qui est l'œuvre d'une philosophe. C'est un ouvrage important pour l'écoféminisme, c'est un des premiers textes écoféministes, mais c'était aussi une poète. Et en fait, c'est un poème au long cours assez incroyable, mais donc il y a aussi, c'est vraiment quelque chose qui est un peu important pour l'ensemble des ouvrages qu'on va publier. Et notamment, c'est le cas pour Fragments d'une montagne de Nicolas Nova. C'est un récit de voyage, et, oui. Voilà. Donc ça, c'est au Pommier justement, ouais. Et ça participe de l'incarnation aussi de votre production. Voilà, par rapport exactement. à cette thématique du vivant. Nicolas Nova, chez Premier Parallèle, il avait sorti un livre qui s'appelle Exercice d'observation. Et là, en fait, c'était une forme de mise en application de ce qu'il défendait dans Exercice d'observation. Et donc, comment parler qu'est-ce que c'est qu'un lieu, qu'est-ce que c'est qu'un espace, comment en parler, comment le cerner, ça déborde, ça fuit de toutes parts. Et en fait, peut-être en proposant, lui, il va proposer des fragments qui, de façon un peu pointilliste, va tâcher de dresser un portrait en creux d'un territoire. Un territoire qui est modelé par la technique humaine, mais qui est aussi modelé par des mythes, par des récits, par de la langue. Et donc, en fait, dans Fragments d'une montagne, il essaye de rassembler un peu tout ça avec une forme de carnet d'arpentage. Voilà, Et donc, c'est dans les Alpes. C'est dans les Alpes, voilà. Pardon, donc c'est le territoire à cerner, c'est les Alpes, voilà. Donc c'est un ouvrage que je trouve très réjouissant, parce que c'est hyper bien écrit, et c'est un exercice un peu marrant, c'est des fragments, donc il va y avoir aussi bien des recettes de cuisine que des moments saisis au cours d'une randonnée, ou alors des passages de littérature du 19e siècle, puisque c'est les Alpes... C'est là où est né un peu notre rapport bizarre à l'environnement aussi. Par exemple, Frankenstein de Mary Shelley, ça s'origine dans les Alpes. Il y a la crise de la créature du docteur Frankenstein qui se passe à cet endroit-là, dans ce territoire-là. Donc bref, tout vient un peu innerver en fait ce territoire, la fiction, les savoirs scientifiques. Et il essaye de donner à voir et à sentir cela. Très bien. Alors, le deuxième ouvrage que vous vouliez présenter, si je ne me trompe pas, c'est Éloge du suffisant d'André Gorz. Oui, alors ça, c'était parce que je vais peut-être... je peux vous parler rapidement parce que donc, le Pommier vient se loger dans les PUF, mais on a forcément des thématiques qui se rejoignent, mais c'est pas exactement la même ligne éditoriale. Dans le sens où les PUF, c'est des savoirs plutôt académiques, universitaires. Donc, l'écologie au PUF, ça, c'est venu par Dominique Bourg, donc par un autre philosophe, donc Dominique Bourg, qui, donc dès 2007-2008, on avait parlé avec la direction des PUF. Il y a eu la création d'une première collection, avec un titre à rallonge. Mais l'idée, c'était de penser l'écologie un peu en dehors des sentiers du développement durable et du technosolutionnisme aussi.
En 2013, cette collection a été repensée, ça s'est nommé l'écologie en question. Et donc voilà, au PUF, l'idée c'est quand même de proposer des ouvrages assez denses, théoriquement parlant, de porter des voix qui sont quand même assez originales. C'était des travaux souvent issus de thèses. Et ça se démarquait, on va dire, à l'époque de White Project, qui était plutôt sur le domaine de grandes voix, de classiques un petit peu anglo-saxons, qui faisaient un gros travail de traduction. Et se démarquait aussi, par exemple, de la collection Anthropocène au Seuil, qui était plus militant. Et voilà, c'était essayer de porter des voix originales, françaises, mais qui avaient quelque chose à apporter et qui était académiquement très dense aussi. Donc ça, mais je vous parlerai d'un titre d'un ouvrage de cette collection un peu plus tard. Et il y a aussi eu, donc en 2018, si je ne me trompe pas, une autre collection qui a été lancée donc, par Dominique Bourg, c'est les classiques de l'écologie. Là, ça vise un public qui est à la fois étudiant, c'est vraiment super pour les étudiants, et puis c'est pour le grand public curieux, comme on dit. L'idée, c'est donc de mettre le pied à l'étrier à un grand penseur, à un fondateur de l'écologie, un grand pionnier de l'écologie, en un mouchoir de poche. C'est pour ça que je voulais parler d'André Gorz, Éloge du suffisant, parce que c'est vraiment un texte fondamental de la décroissance. Vraiment, il définit en très peu de signes ce que c'est que la décroissance. Et l'idée de cette collection, c'est que donc on va prendre un peu des pépites un peu brutes de sens. Un chapitre, c'est souvent des inédits, des fois c'est des articles qui ont paru dans des revues à l'étranger, qui n'ont jamais été traduits, enfin voilà. Et puis ça va être accompagné, les 2 tiers, c'est une présentation par un universitaire, par quelqu'un un peu qui a pignon sur rue, on va dire, et qui va présenter, qui va accompagner, qui va resituer, etc. Donc 1 tiers, c'est vraiment la pépite brute de sens, 2 tiers, accompagnement, commentaire, etc. Et donc voilà. D'où Éloge du suffisant, mais... Donc, là, c'est un ouvrage qui est présenté justement par Christophe Gillian, qui est là pour décrypter la pensée d'André Gorz. Et je voulais vous demander par rapport à André Gorz, qui est décédé en 2007, donc c'est un auteur du patrimoine. Qu'est-ce qui fait qu'un auteur sur une thématique du vivant qui par nature est évolutive, qu'est-ce qui fait qu'un auteur reste pertinent longtemps après avoir publié, alors qu'on est sur une matière qui évolue régulièrement finalement? Je pense que c'est quelque chose qui touche toutes les sciences humaines, quoi qu'il en soit. Enfin, il y a forcément des fondamentaux, il y a des pierres angulaires, il y a il y a des choses des grands concepts qui ont été pensés il y a plusieurs décennies, et puis en fait on vient affiner, on vient repositionner, c'est forcément tout est mouvant. Mais on ne peut pas se départir aussi des grands concepts qui ont été pensés auparavant. Par exemple, pour Val Plumwood, qu'on a fait paraître en écologie en question, en coédition avec White Project. Plumwood, elle a écrit ce livre qui est vraiment une somme, qui est un ouvrage qui est séminal, qui est vraiment... qui est une pierre angulaire. Ça a été écrit il y a plusieurs décennies, mais c'est traduit aujourd'hui, parce que ça vient nourrir, en fait. Vous parlez du titre, c'est La crise écologique de la raison, et c'est effectivement une première traduction de Pierre Madelon, et c'est paru en janvier dernier. Voilà, en janvier dernier, avec une préface donc, de Baptiste Morisot. Et ça, c'est un ouvrage qui est vraiment aussi ample que dense. Après, évidemment que parfois, d'ailleurs Baptiste Morisot en parle très bien dans sa préface, parfois, il y a des solutions qui sont abordées par Plumwood, qui sont peut-être un peu dépassées. Mais ce qui reste, le cœur vibrant de cet ouvrage, c'est une pensée qui est vraiment fondamentale, c'est comment est-ce que la crise écologique engage une révolution culturelle, engage une révolution aussi de notre rapport à la raison. Nous, ça a apparu au PUF parce que, notamment, c'est un ouvrage qui est du même niveau, d'une certaine façon, que la critique de la raison pure de Kant. Ça engage... à remodeler complètement notre rapport à la raison, pour autant que la crise écologique découle aussi d'une raison malade
qui est la raison héritée de la modernité occidentale, qui a eu tendance à faire passer pour universelle, finalement, une posture qui était une posture de dominant, une posture de dominant, à faire passer pour neutre un point de vue qui était situé. Et donc, ce que engage Val Plumwood dans cet ouvrage, elle appelle à un grand décentrement, c'est-à-dire à sortir de l'anthropocentrisme, de l'androcentrisme et de l'eurocentrisme. Alors justement, c'est rigolo, c'est un peu ce que vous faites avec un autre ouvrage, l'Université de la forêt de Sorel-État, Oui. puisque là, pour le coup, c'est vraiment une parole décentrée, enfin, en tout cas, Alors, oui. par rapport à nous. Complètement. Alors, donc ça, c'est dans une collection aussi de Dominique Bourg qui s'appelle Nouvelle Terre, qui d'ailleurs va finalement basculer plutôt du côté pommier. On est en train un peu de reconfigurer les choses, pour rien vous cacher. Mais donc l'idée, c'est d'opérer donc ce décentrement. Pour autant que la crise écologique est aussi née donc de cette raison malade et donc d'une forme d'ontologie, eh bien, il y a des choses à aller observer du côté d'autres ontologies que la nôtre, notamment du côté des populations autochtones, etc. Moi, pour en parler, je repense souvent à quelque chose qu'avait dit ou emprunté Vinciane Després quand elle parlait d'habiter en oiseau. Elle disait que ce qu'elle avait essayé de faire dans Habiter en oiseau, c'était ce que recommandait Lévi-Strauss en parlant d'anthropologie. Donc, c'était de nous déterritorialiser, d'opérer donc une forme de décentrement, de nous déplacer, en fait, pour essayer d'avoir d'autres rapports au monde que celui qu'on nous a enseigné depuis des siècles, voilà. Et donc, Sorel-État, l'Université de la forêt, c'est un super petit ouvrage dans cette collection. Ça parle des Aka, donc c'est de la culture Aka. Donc voilà, ce sont des pygmées qui vivent dans les forêts congolaises et qui ont un rapport, qui ont des espèces de techniques du corps qui sont liées à leur milieu, donc qui est la forêt. Et ce ne sont pas que des techniques du corps, ce sont aussi un rapport au sacré, qui donc n'est pas dans la séparation, dans un rapport entre le bas et le haut. C'est quelque chose qui est diffus, qui est omniprésent, le sacré est partout dans la forêt. Donc, c'est une façon, en fait, de donner la parole et de donner corps à d'autres cultures que la nôtre, pour opérer ce décentrement dont on parlait. Très bien. Alors, et dernier ouvrage, alors on les a un peu pris dans le désordre. Bon, on n'a pas suivi le plan, j'espère qu'en régie ça se passe bien. Le 5e, c'est La femme et la nature de Suzanne Griffin, traduit par Margot Lovers, et c'est préfacé par Jeanne Burgard-Goutal au pommier. Exactement. Voilà, ça a paru en 2021, mais c'est un ouvrage important pour vous. C'est un ouvrage très important. Voilà, tout à l'heure, je parlais de Val Plumwood, de la crise écologique de la raison et du décentrement qu'elle appelle de ses voeux. Eh bien, au pommier, on a fait traduire donc La femme et la nature, qui est un ouvrage très important de l'écoféminisme, de la pensée écoféministe. Et Suzanne Griffin, donc c'était aussi bien une philosophe qu'une poète. Et donc, le déplacement qu'appelle par exemple Val Plumwood, écoféministe également, de ses voeux, eh ben, dans La femme et la nature, ça va se réaliser, ça va se passer au niveau de la langue. Et vraiment, c'est un texte qui déplace, qui fait vraiment se déplacer quelque chose en vous. C'est vraiment une expérience à vivre, c'est un texte qui est performatif. Donc, est-ce que tout à l'heure on se demandait si la littérature, si les textes en écologie pouvaient pousser un passage à l'acte, peut-être que déjà ça agit aussi. Y a des textes qui agissent en nous et qui nous font nous mouvoir. Et c'est totalement le cas avec La femme et la nature, où en fait il y a différentes voix qui cohabitent, et il y a la voix de la modernité occidentale, qui se veut neutre, mais qui en fait va asséner aussi des phrases qui se veulent objectives, mais qui en fait sont dans un rapport de domination. Et donc il y a cette parole-là qui est au départ assez omniprésente, et peu à peu il y a les voix du vivant en fait qui vont prendre le relais, les voix opprimées qui vont prendre le relais, et on passe d'un texte qui est un petit peu aride à tout à coup en fait une espèce de prose qui se rapproche du flux de conscience chez Virginia Woolf, par exemple. Et en fait, ce déplacement au sein de la langue,
ça traduit en fait, ça incarne voilà, ces grands déplacements qu'on essaye d'appeler aussi dans d'autres ouvrages. Très bien. Merci beaucoup Annabelle. Je vous en prie. Je vais me tourner vers vous Brigitte pour notre troisième maison d'édition invitée. Donc vous êtes directrice éditoriale de Terre Vivante dans l'Isère, si je ne me trompe pas, je crois pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison pour commencer et votre positionnement ? Alors, Terre Vivante, on a beaucoup parlé de vivant jusqu'à présent. Donc, nous, on a choisi de l'inscrire dans notre nom de baptême. Donc, déjà, je pense que ça nous situe. Ça fait 45 ans qu'on existe maintenant. Notre ligne de mire, c'est l'écologie pratique. C'est vraiment montrer les gestes de l'écologie, montrer les choses à faire pour bâtir une vie plus écologique. On est un petit peu en ovni dans le paysage éditorial, de par notre situation déjà, parce qu'on est situé dans un parc de 50 hectares dans la forêt, dans l'Isère, et on a notamment un jardin, on cultive nos jardins, qu'on fait visiter. Donc on est vraiment adossé à ce lieu qui est un lieu d'expérimentation, de démonstration. Il y a des ateliers, des formations, des stages, etc. On est une SCOP, donc c'est une entreprise qui appartient à ses salariés. Et donc voilà, tout ça forge notre ADN qui est profondément ancré donc, dans l'écologie pratique et humaine. Alors nous avons nos thématiques de base qui sont le jardinage biologique, qui sont la cuisine saine, qui sont la santé naturelle, qui sont l'habitat écologique, les questions sociétales. Et puis, évidemment, la nature, c'est un petit peu transverse à tout ça. Mais depuis quelques années, on a choisi d'en faire un sixième thème à part entière, et où on publie de plus en plus d'ouvrages qui sont réservés à cette thématique. Et alors, vous êtes venu, vous avez notamment lancé tout récemment la collection 1% pour la planète, et que vous souhaitiez nous présenter. Alors, le 1% pour la planète... je pense que peut-être vous connaissez ou pas, c'est une ONG à la base donc, qui met en relation des entreprises et des associations. Donc les entreprises reversent 1% de leur chiffre d'affaires aux associations pour les soutenir dans leurs actions. Et donc nous, on est partenaire du 1% et on a eu l'envie de susciter le passage à l'acte dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment une réponse directe en fait à cette question. C'est fort de l'expérience du 1% qui reçoit chaque année des dizaines de dossiers, de pitchs d'associations. On a eu l'occasion d'en assister à quelques-uns. Et c'est à chaque fois une bouffée d'énergie. Enfin, c'est formidable. On ressort de là, on est gonflé à bloc en se disant en fait, il se passe des tas de choses et on n'en sait rien. Et il faut absolument montrer ce qui se passe, en fait, montrer que c'est une réponse à l'éco-anxiété, en fait, et que voilà, qu'on peut agir, qu'on n'est pas obligé de rester passif et qu'on peut agir de toutes sortes de manières possibles. Donc, on a souhaité lancer cette collection avec eux. Donc, on a publié 4 volumes. Donc, il y en a un qui s'appelle Nourrir demain, qui va parler plutôt d'agriculture, d'alimentation. Un autre qui s'appelle S'unir pour une ville vivante, qui lui va relater les actions qui se passent en ville, puisque finalement la ville c'est un peu un laboratoire à grande échelle de tous les maux de notre société. Le troisième qui s'appelle S'engager pour la nature, donc lui on va plutôt parler des combats, enfin des milieux en fait, de la forêt, de la montagne, des espèces, etc. Et le dernier c'est Porter les voix de la terre, où on va montrer que l'écologie, ça se passe aussi sur le terrain de la finance, du droit, de l'économie. On peut aussi agir par ces leviers-là. Et dans chaque volume, on va présenter le travail d'une dizaine d'associations avec des témoignages, avec des portraits, avec beaucoup d'infographies, des chiffres, des témoignages, des interviews. Et particularité, il y aura aussi des QR codes insérés pour chaque association qui permettront soit d'adhérer à l'association, soit de la soutenir en faisant des dons. L'idée, c'est aussi de montrer qu'on n'est pas tous forcément en capacité d'agir pratiquement, enfin d'aller s'investir dans une association. On peut aussi, chacun à notre niveau, donner quelques euros ou adhérer. Enfin, il y a plein de manières d'agir. Donc c'est vraiment une réponse à ce besoin, je pense, d'agir face
à tout ce qu'on traverse actuellement. Alors, effectivement, c'était une question. Les livres d'écologie doivent-ils nécessairement proposer des solutions? Donc, là, visiblement, ça fait partie de la démarche. Est-ce que c'est une partie importante de votre production, dans votre catalogue? Est-ce que vous avez beaucoup d'ouvrages, justement, qui sont dans le même positionnement? Alors, ce positionnement-là, il est récent. Après, on peut proposer des solutions en faisant soi-même, finalement. Enfin, je veux dire, apprendre à jardiner ou apprendre à construire sa maison ou apprendre à se soigner naturellement. Bref, tout ça, ça participe finalement du même élan, de la même incitation à agir pour être autonome, pour être résilient, voilà, pour être actif. Très bien. Très bien. Alors le deuxième, vous souhaitiez aussi nous présenter Terre de Serge Schall. Donc là, c'est un beau livre somme qui aborde la Terre sous tous ses aspects. Tout à fait. Alors Terre, c'est une coédition que nous avons faite avec notre confrère Plume de Carotte. C'est le 6e volume ce qui n'était pas au départ une collection. On avait commencé avec un ouvrage qui s'appelait Graines. Et puis finalement, depuis 4 ans, maintenant, ce qu'on appelle maintenant une collection s'installe. On a parlé des graines, on a parlé des arbres, on a parlé de l'eau. On en a un autre qui s'appelle Chanvre et Cannabis. Et puis le petit dernier qui est sorti au mois d'août qui s'appelle Vigne et Raisin. Et donc celui-là, c'est Terre. Et c'est vraiment considérer la Terre sous toutes ses formes. Que ce soit la géologie, la cartographie, l'histoire, l'économie, la géopolitique... l'art, enfin vraiment tout y passe, je ne peux pas tout vous citer, mais et ce sont des ouvrages qui se veulent apicorés en quelque sorte. Ils sont présentés sous forme de double page, à chaque double page un thème, avec une iconographie qui est incroyable. Il y a vraiment une recherche iconographique qui est énorme sur ces sujets, avec des facsimilés, avec des extraits, des photos évidemment, des portfolios... Voilà, un ouvrage très varié, très enrichissant, et qui est écrit par Serge Schall, qui en a signé plusieurs dans la collection, qui a une capacité de vulgariser qui est quand même assez incroyable, avec beaucoup d'humour en même temps. Donc ça fait que ce sont des ouvrages qui sont plaisants à lire. C'est pas, à chaque fois, ce sont des petites informations sous forme de petits textes assez courts, mais inattendus, originaux, et on apprend plein de choses, vraiment. Alors j'ai l'impression que c'est aussi le cas du titre suivant, Forêt secrète de Jo Brown. C'est une autrice britannique, donc c'est traduit par Fabienne Vasselet. Et donc là, c'est des carnets de dessins, et c'est un ouvrage qui a rencontré un grand succès d'ailleurs outre-Manche. Alors ça, c'est mon petit bonbon, j'ai envie de l'appeler, un petit bonbon, un petit bijou. C'est effectivement donc une illustratrice britannique qui a un jardin, puis qui a un petit bois derrière chez elle. Le titre original du livre, c'était Secret of Devon Wood. Donc le secret du petit bois dans le Devon. Et elle a illustré toutes les espèces qu'elle rencontrait dans son jardin. Donc il y a des champignons, il y a des oiseaux, il y a des insectes, des grenouilles, enfin voilà. Et ces dessins sont vraiment absolument magnifiques. Ils sont réalisés à la plume et au crayon de couleur. Ils sont très précis, donc on peut aussi à la limite s'en servir comme identification. Il y a une centaine de dessins comme ça. Et ce livre, donc c'est vraiment la reproduction, c'est un facsimilé de son journal qui au départ était écrit à la main. Donc on a reproduit, on a calligraphié les textes à la main aussi pour être au plus proche de l'édition d'origine. Elle précise la date, le jour, il y a même les coordonnées GPS si on veut s'amuser. Et ce petit ouvrage a connu un grand succès, effectivement, puisqu'ils en ont vendu plus de 35 000. Et ça, c'était les chiffres à fin 2023. En fait, je n'ai pas les chiffres en 24, mais déjà 35 000 en 4 ans. Et donc, elle dessine des fleurs, des papillons, des oiseaux, des insectes, des lichens, des champignons, enfin, voilà. Tout y passe. Voilà, tout y passe en faisant des gros plans. Parfois, s'il y a des œufs des œufs d'insectes ou des petits détails qu'elle a envie de montrer. En précisant évidemment le nom commun et le nom scientifique de l'espèce pour qu'on puisse s'y retrouver. Mais c'est vraiment un très, très, très joli livre. Plaisant à regarder. Très bien. Alors l'ouvrage suivant, c'est intéressant parce qu'on disait qu'on trouvait un peu tous les genres dans les rayons en librairie, BD, romans, essais. Là, c'est une BD. C'est une bande dessinée qui s'appelle À l'ombre du pissenlit d'Alice Serroussel et François Couplan. Et là, ce sont des histoires brèves pour faire découvrir les plantes sauvages. Tout à fait. Je me permets de le montrer parce que je ne sais pas si on le voit comme ça. Parce que je crois que vous ne l'avez pas en incrustation. Donc c'est une initiation botanique en BD. Je crois que ça n'existe pas jusqu'à présent. Enfin, vous me le confirmerez peut-être. Vous qui avez un rayon BD, c'est pour tous les âges, c'est un public familial.
c'est un public familial. Et donc c'est Alice C. Roussel qui a suivi, qui était étudiante en ethnobotanique auprès de François Coupland, qu'on ne présente plus, je crois, voilà, un ethnobotaniste reconnu et formateur. Donc pendant ces 3 années, elle a tenu un peu finalement son journal, et on a fait d'ailleurs même son mémoire de fin d'études. Et elle a raconté sa découverte des plantes. Ça va crescendo, c'est présenté, c'est des petits épisodes, il y en a une 60aine qui sont présentés par saison. Et donc, mine de rien, elle aborde aussi bien l'identification des plantes, comment reconnaître les plantes toxiques des plantes comestibles, comment les transformer, voilà, les usages qu'on peut en faire. Elle va assez loin dans l'identification puisqu'elle elle illustre la forme des feuilles, la forme des fleurs. Enfin, qu'est-ce qui permet, en fait, c'est une mini-flore, en fait, en quelque sorte, sous forme de BD. Et le tout avec un traité, que moi que j'aime beaucoup, un traité BD qui est vraiment sympathique, et puis de l'humour, ce qui ne gâche rien. Voilà. Alors une question pour vous Brigitte, et que je poserai à vous aussi Sylvain. Est-ce que vous faites beaucoup de bandes dessinées et est-ce que vous avez beaucoup de bandes dessinées justement sur ce genre de thématique dans votre rayon? Vous d'abord Brigitte. Alors nous c'est notre 3e bande dessinée, on en a fait 2 autres qui s'appelaient La folle histoire des plantes, qui était, alors c'est pas tout à fait le même genre que celle-ci, mais c'était relater les secrets des plantes et toutes les histoires un peu parfois farfelues qui peuvent se jouer autour des plantes, comme je sais pas, le crash de la tulipe en Hollande. Bon, je ne vais pas vous raconter ça tout de suite, mais en tout cas, voilà, il y a des histoires un peu saugrenues comme ça que l'on ignore. Donc voilà, c'est une forme aussi d'aborder la plante sous des aspects méconnus et inattendus. Et donc celle-ci, c'est la 3e. Nous, on n'est pas vraiment... Enfin voilà, on a fait ces 3 BD-là, on n'est pas encore identifié comme éditeur de BD à part entière. Ça viendra peut-être. Vous avez beaucoup de bandes dessinées justement dans votre rayon? Oui, on a beaucoup de BD. En fait, on les a séparés, c'est ce que j'expliquais, des BD de fiction pure. Tout ce qui est BD documentaire est séparé. Et oui, il y a plein de... il y en a plein qui me viennent à l'esprit, qui ouvrent en fait. Ça a commencé, je pense, aussi avec Davodo. Il y a eu ça, il y a eu Troops qui avait fait une BD, Mon voisin Raymond, qui était super bien pour juste dire la contemplation, c'est vachement bien. Enfin, il y a plein de BD qui ouvrent le rayon, bien sûr. Et donc ça permet de toucher un public différent aussi. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, il y a eu cette bande dessinée, mais vous abordez aussi des sujets, j'ai l'impression, un petit peu plus sérieux, en tout cas, ou théoriques, ou pratiques, ou les deux. C'est le cas de ce que propose votre dernier ouvrage, La vie en Saint-Tropie, de Diana Andrade et Felipe Pasini. Donc là, c'est le livre fondateur de la Saint-Tropie. En tout cas, c'est ce que vous expliquez dans la documentation que j'ai pu consulter. Expliquez-nous ce que c'est que la Saint-Tropie. Je suis pas sûr que tout le monde le sache. Vaste question. Alors la Saint-Tropie, c'est un concept qui est émergent en Europe, qui a été développé par un Allemand qui s'appelle Ernst Götsch, un chercheur allemand, Ernst Götsch, qui a commencé à travailler en Allemagne et qui après est parti au Brésil, à la demande d'ailleurs de quelqu'un qui lui a demandé de mettre en pratique sa théorie donc, sur la Saint-Tropie. Et la Saint-Tropie, c'est quoi? C'est finalement c'est assez proche de l'agroécologie, c'est comment concentrer la biomasse, mais à un niveau extrême, sur un espace finalement suffisamment assez restreint, et de façon à créer, et en perturbant, il y a un terme qui est très important dans la Saint-Tropie, c'est la perturbation, c'est-à-dire que là, l'homme intervient beaucoup en taillant, il plante, et puis il taille, de façon à créer énormément de biomasse qui va venir enrichir le sol, et dans le même temps entretenir un microclimat qui un peu humide. Donc, je pense que là, on comprend tout de suite que ce sont 2 réponses à des problèmes que l'on traverse actuellement, qui sont à la fois la raréfaction, la diminution des sols arables, cultivables, et la dégradation de ceux-ci suite aux diverses atteintes qu'on leur porte avec trop de pesticides, trop d'engrais, etc. Et puis d'autre part la sécheresse, évidemment, on sait que voilà, on va aller vers des sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses. Et donc cette technique a été particulièrement développée au Brésil. Et puis petit à petit, voilà, elle arrive en Europe.
notamment par la voix de Diana Andrade et Felipe Passini, donc, qui ont traduit cet ouvrage qui est un peu fondateur, je l'appelle comme ça, parce qu'il repose les bases en fait de la réflexion de Ernst Götz. Il explique vraiment ce qu'est la syntropie, comment on la pratique, et puis aussi comment on la ressent. C'est pour ça qu'on l'appelait la vie en syntropie, parce que finalement, on entre un peu en syntropie. C'est quelque chose, une fois qu'on a bien maîtrisé le concept, on vit avec, quoi. Alors, on avait déjà fait un premier ouvrage sur la syntropie, qui a été le premier en français, par Anaëlle Thierry, qui en fait est une élève, elle aussi, d'Ernst Götz, qui a appris la technique auprès de lui, et qui l'a importé en France, qui l'a adapté, qui fait tout un travail d'adaptation. Ce qui est rigolo, c'est que ce livre, parce que la syntropie, c'était pas connu, donc elle l'a auto-édité. Et puis bon, il se trouve qu'on dans le même temps, on avait commencé à discuter, elle et moi, et un beau jour, elle m'a appelée, elle me dit, mais je suis dépassée par le succès de cet ouvrage, en fait, je n'y arrive plus, donc voilà, je voudrais prendre la suite avec vous. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés donc, à éditer cet ouvrage qui s'appelait Bienvenue en syntropie, qui s'est déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires maintenant, depuis le mois de mars. Et donc, celui-ci, c'est le deuxième. Et voilà, qui est un ouvrage plus théorique, un peu moins pratique, mais néanmoins, en fait, les auteurs disent que c'est de la philosophie pour les agriculteurs et de l'agriculture pour les philosophes. Voilà. Je pense que ça résume assez bien. Chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Il se lit vraiment avec beaucoup de plaisir. C'est pas du tout un ouvrage. C'est un peu savant, mais ça se lit vraiment, c'est très très accessible et alors, plaisant. L'ouvrage de Anaëlle Thierry, je crois que c'est le nom de l'autrice, vous me dites qu'il était auto-édité. Oui. Est-ce que vous êtes coutumier du fait de dénicher des ouvrages issus de l'auto-édition, ou est-ce que c'était une première pour vous? Alors on en a fait 2 cette année, c'est curieusement les 2 premiers. Il y avait celui-là, puis un petit livre qui s'appelle Écolieu, par un jeune homme qui s'appelle Théo Aran, qui avait commencé pareil à le publier tout seul, et puis qui est venu nous voir en disant moi j'aimerais bien aller plus loin. Okay. D'accord. Est-ce que l'auto-édition c'est une source également pour vous, chez Actes Sud ou au PUF ou au Pommier? De mon côté, non. Enfin, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de manuscrits et pas forcément des ouvrages qui ont déjà fait l'objet d'une auto-édition au préalable. Donc, moi, c'est vrai que j'ai jamais été confrontée à ce genre de cas de figure, mais peut-être que chez Actes Sud, c'est différent. Non. Pas davantage? Non plus, très non. bien, très bien. Justement, par rapport à ça, vous devez baisser vos nombres de publications. C'est quoi les critères pour baisser le nombre de publications? Parce que vous avez certainement tout autant de propositions. Et comment vous faites pour sélectionner de manière encore plus ardue on est forcément je sais pas, on essaie d'articuler en fonction des impératifs, des catalogues divers et variés, voilà, quand on essaie par exemple de penser une opération, par exemple là j'ai plusieurs classiques de l'écologie qui sont dans les tuyaux comme on dit. J'essaie de réfléchir parce qu'on aimerait bien faire une opération librairie autour de la collection, donc je vois avec mes autres camarades au PUF en fonction de quelles opérations sont dans les tuyaux aussi, et voilà, et donc je vais concentrer les ouvrages que j'ai côté classique de l'écologie sur telle date de sortie. Voilà, c'est un peu une cuisine interne. Sinon voilà, forcément il y a toujours des dates de remise et des dates de publication qui sont prévues au contrat, mais que tu faisais moins de publications, oui, que vous étiez en train de décélère, baisser, mais donc côté Pommier, on va aller vers des ouvrages qui correspondent le plus à la ligne éditoriale dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, en fait. Tout à l'heure, en vous écoutant, j'avais le sentiment qu'il y avait une grosse part, une grande partie, qui était aussi beaucoup liée à la qualité de l'écriture. Oui. Et donc, je me posais la question, vous êtes dans des sujets qui sont quand même du domaine de la réflexion aussi. Oui. Qu'est-ce qui prend le pas? L'écriture ou la réflexion? Est-ce que c'est une manière de... idéalement, il faut que les deux soient au top. Et on a de la chance, je pense, parce qu'on a quand même des auteurs qui arrivent à tenir les deux ensemble. Et
Et forcément, oui, peut-être que quand on est plus aux abois, quand on a moins de textes intéressants qui nous arrivent, on va être plus flottant quant à l'exigence. Et que quand on est forcément, quand on commence à être identifié par les lecteurs, par les auteurs, etc., forcément, on tranche en allant vers toujours plus d'exigences et des textes qui sont toujours plus porteurs, originaux et puis bien écrits si possible. Alors, justement, Sylvaine, j'allais vous demander de conclure et de me demander ce que vous aviez pensé des interventions de nos 3 éditeurs. Je vois que vous avez beaucoup de questions et vous aurez certainement l'occasion de rediscuter avec eux. Mais je voulais juste vous demander la question que vous venez de poser, justement. Est-ce que c'est une question qui vient de vos échanges avec vos lecteurs? C'est vos lecteurs qui vous font part de ces demandes-là? Ou est-ce que... c'est simplement non, c'est en fait en les écoutant, parce que justement en libraire on a un gros problème de classement, on en parlait tout à l'heure, et du coup il y a des fois où par exemple là on a reçu une autrice qui s'appelait Yara El Gadban. En fait son texte est fondamentalement aussi basé sur le vivant. Il y a une araignée, et il y a des fois où du coup j'ai le sentiment que dans ce rayon est en train de naître, y compris en essai, en fiction, quelque chose qui serait du domaine d'un genre, je veux pas catégoriser systématiquement, mais en fait de temps en temps c'est vrai que pour orienter les lecteurs, des fois on a besoin un petit peu de clés, et donc là j'entends encore plus cet aspect-là. Je trouve ça passionnant en fait. Très bien. Allez-y. Là-dessus, s'il nous restait encore quelques instants, moi je me considère vraiment comme le premier lecteur, et comme je lis beaucoup de choses publiées et beaucoup de manuscrits, effectivement l'exigence année après année augmente, et comme il faut effectivement essayer de pas trop surcharger les libraires et les lecteurs, l'exigence augmente de plus en plus. La recherche d'originalité, le style, c'est pas uniquement des livres de fond. Moi ça m'intéresse pas de faire un livre seulement de fond s'il n'est pas porté par une langue, par un style, par un point de vue singulier. Il va moins m'intéresser, même si l'idée qu'il va essayer de transmettre est géniale. À ce moment-là, je vais essayer de demander à l'auteur ou à l'autrice, peut-être est-ce qu'on peut retravailler le texte pour y intégrer une part de sensibilité, un point de vue situé, un point de vue incarné. Après, il joue le jeu ou pas, mais... Très bien. Alors peut-être Brigitte, un dernier mot, ce sera le mot de la fin sur cette question qu'on vous a pas entendu. Ouais. Nous, on n'est pas éditeur de littérature, on est éditeur de pratique. Donc, le premier critère, je dirais, c'est quand même l'expertise. Et c'est le sujet. Voilà, qu'est-ce que le sujet va apporter de vraiment novateur? C'est vraiment ça notre recherche. Après, ce n'est pas faire injure à nos auteurs que dire que quand on est dans le pratique, on n'est pas forcément écrivain. Donc, on fait un gros travail en fait d'accompagnement aussi de nos auteurs pour pouvoir concilier à la fois cet apport expert et tout en cultivant la pédagogie, la transmission, et puis si possible bien écrit, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Alors on voit qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qui demeurent, et ce sera l'occasion d'en discuter par ailleurs. Merci à tous les 4, merci à vous de nous avoir suivis, et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire Livre Hebdo. Merci, au revoir.